Une lutte qui mérite bien que l'on s'y attarde quelques instants. Le 28 décembre 2026, une onde de choc traverse l'Hexagone. Brigitte Bardot nous a quittés. Avec elle, c'est une légende qui s'éteint, mais une vérité demeure inébranlable. L'icône n'est pas partie sans un dernier coup d'éclat, un testament explosif qui, dès sa révélation, soulève la polémique, bouscule les certitudes et dérange l'ordre établi. Contrairement aux rumeurs, ces dernières volontés ne sont pas le fruit d'une panique tardive face à la maladie ou à l'approche de la fin. Ce document n'a pas surgi du néant à la dernière minute. Il était prémûri de longue date dans le plus grand secret. Depuis des décennies, la star a bâti cet édifice juridique pierre après pierre sans jamais demander la permission à personne. Très vite, tous les regards convergent vers un lieu emblématique, la Madrague. Cette propriété mythique de Saint-Tropez est devenue, au fil du temps, bien plus qu'une simple résidence secondaire sous le soleil. Pourtant, réduire l'héritage de la star à de simples biens immobiliers serait une erreur grossière, car ce qu'elle lègue dépasse de très loin les frontières d'une succession classique. La véritable portée de son testament ne réside pas uniquement dans ce qu'elle a choisi de donner au monde. Elle se définit avant tout par la violence de ce qu'elle refuse catégoriquement de transmettre. À mesure que sa foi en l'humanité s'effritait, elle a détourné sa fortune, son énergie vitale et son nom vers une cause qu'elle jugeait plus digne d'une fidélité exclusive et revendiquée. En ce sens, les dernières volontés de Brigitte Bardot ne sont pas qu'un acte notarié. C'est une posture politique, un rejet définitif d'un monde qu'elle ne comprenait plus. Pour saisir la profondeur de ce geste radical, il est impératif de remonter aux racines de cette rupture avec la société, bien avant d'être l'objet de toutes les convoitises successorales. La Madrague fut une réponse cinglante, presque animale, à un environnement qui l'étouffait chaque jour un peu plus. Lorsqu'elle jette son dévolu sur cette modeste cabane de pêcheurs à la fin des années 50, elle est déjà prisonnière d'une gloire devenue insupportable et envahissante. Harcelée par les regards, les attentes et les jugements constants, elle voit dans ses murs la promesse d'un contre-pied absolu à sa vie publique. La Madrague n'a jamais été conçue pour les mondanités ni comme un trophée de réussite sociale. Elle s'est muée en une forteresse imprenable, sélective et rigoureusement contrôlée. Ce n'est pas le confort bourgeois que la star y cherchait, mais une citadelle pour sa propre survie. À des années-lumière des salons parisiens et des obligations hypocrites, elle y a instauré un royaume où les règles sont strictes, ici l'humain n'est plus prioritaire. Au fil des ans, cette maison a cessé d'être un refuge passager pour devenir le symbole d'une position irrévocable. Chaque rénovation, chaque barrière érigée n'a fait que renforcer cette scission volontaire avec le monde extérieur. Les animaux y occupent le trône non par romantisme mais par conviction profonde. Ils incarnent cette loyauté pure que les hommes ont été incapables de lui offrir. La Madrague est devenue bien plus qu'un toit. Elle agit désormais comme un filtre impitoyable. Quiconque franchit ce seuil doit accepter de disparaître. Pas de mise en scène, pas de privilèges liés au rang, pas de statut social qui tienne. Ce lieu fonctionne à rebours total des codes que Bardot a toujours rejetés. Et ce choix est lourd de sens. En s'enracinant ainsi dans cet espace, elle a tracé une frontière infranchissable entre ce qu'elle accepte de laisser derrière elle et ce qui doit s'éteindre avec elle. La maison est devenue l'extension physique et matérielle de sa vision du monde. Elle n'appartient plus à une lignée familiale, mais à une idéologie. C'est ici que son testament a pris vie bien avant d'être couché sur papier. Non pas par des phrases, mais par une organisation spatiale du monde façonnée à son image. Saisir l'âme de cet endroit, c'est déjà comprendre pourquoi certaines portes ont été délibérément claquées au nez de ses proches. Mais dans l'ombre de ce testament millimétré, une figure reste impossible à effacer totalement, celle de son fils, Nicolas Charrier, un nom qui n'a jamais su s'intégrer naturellement à la légende. La relation entre la mère et le fils n'a jamais connu de terrain d'entente solide ni apaisé. Très tôt, une distance incommensurable s'est installée, créant un fossé autant géographique qu'affectif. Nicolas s'est construit loin de l'univers de sa mère, banni de facto de cette forteresse où elle avait concentré toute son existence d'adulte. Ce ne fut pas une rupture brutale du jour au lendemain, mais un éloignement lent, silencieux et inexorable au fil des décennies. Lorsque la star publie ses mémoires dans les années 90, la fracture devient publique et béante. Certains passages d'une cruauté rare provoquent une onde de choc national. Ce n'est pas un simple conflit, mais le refus assumé d'un rôle maternel imposé par la société. Profondément meurtri par ces mots, Nicolas choisit alors de riposter devant les tribunaux.
Ce procès marque le point de non-retour symbolique. La justice tranche certes, mais les liens du cœur, eux, sont brisés à jamais. Par la suite, une sorte de paix armée et lointaine s'est mise en place, ponctuée de quelques échanges polis. Des regrets ont parfois été murmurés, mais sans jamais pouvoir combler l'abîme. Chacun a poursuivi sa route en solitaire. Nicolas a bâti sa vie ailleurs, loin du tumulte, loin de Saint-Tropez et de son agitation perpétuelle. Bardot, elle s'est enfermée encore plus dans son sanctuaire, réservant son affection à ceux qui ne réclament rien et ne jugent jamais. Ce vide sidéral entre eux n'est pas une posture médiatique. Il n'est ni revendiqué ni caché. Il est là comme un fait accompli lourd et immuable. Dans ce dossier explosif qui secoue le monde people, une nuance capitale doit être saisie. Le testament de la star ne s'écrit pas comme une arme braquée contre son fils, mais comme une équation où il est tout simplement absent. Ce n'est pas un acte de vengeance impulsive, loin de là. C'est la suite logique, presque mathématique, d'une existence bâtie sur un refus maternel et d'une transmission de patrimoine imaginé totalement en dehors des liens du sang. Ce qui choque l'opinion publique en cette année 2026, ce n'est pas tant l'exclusion légale, mais l'évidence brutale de cette séparation construite année après année. Le silence glacial qui règne entre la mère et le fils est devenu la pierre angulaire, l'élément fondateur de ce qu'elle a décidé de laisser à la postérité. Pour vraiment saisir la portée radicale de cette décision, il est impératif de ne pas s'arrêter aux apparences et de plonger dès maintenant dans les rouages complexes de la mécanique de précision qu'elle a orchestrée. Bien avant que la mort ne vienne figer le destin, bien avant que les rumeurs d'héritage ne fassent la une des tabloïds, Brigitte avait déjà tranché. Pas dans la panique, non, mais avec une anticipation froide, méthodique et redoutable. Il faut remonter au milieu des années 80 pour comprendre la genèse du projet, à une époque où elle est encore une icône active, lucide et parfaitement consciente de la légende qu'elle incarne. Elle réalise alors une chose fondamentale. Si elle veut que ses convictions survivent à sa propre fin, elle ne peut absolument pas faire confiance à un banal testament qui pourrait être contesté. C'est précisément à cet instant qu'elle active un dispositif juridique en béton armé conçu pour verrouiller l'avenir à double tour. La création de sa fondation et sa reconnaissance d'utilité publique ne sont pas des hochets symboliques pour se donner bonne conscience. C'est le cœur nucléaire de sa stratégie. Contrairement à une succession classique guidée par l'affection, une fondation hérite par structure et par statut sans état d'âme. La star sait pertinemment que le droit français est protecteur envers les descendants et rend impossible le fait de déshériter totalement un enfant. Elle ne cherche donc pas le conflit frontal voué à l'échec. Elle opte pour le contournement légal, une manœuvre d'évitement magistrale. Avec une patience infinie, elle organise le transfert de ses biens vitaux vers cette entité capable de l'immortaliser tout en gardant la main sur ce qui lui est essentiel au quotidien. Chaque décision prise réduit drastiquement la part laissée au hasard et aux héritiers naturels. La célèbre Madrague devient alors la pièce maîtresse de ce puzzle. Elle n'est plus vue comme une villa de rêve à léguer, mais comme un sanctuaire inviolable à protéger. En cédant la nue propriété tout en conservant l'usufruit, elle pose un acte juridique d'une clarté aveuglante. Elle accepte de ne plus être pleinement propriétaire des murs sur le papier, à la seule condition de rester la reine incontestée de son domaine jusqu'à son dernier souffle. Ce tour de passe-passe juridique métamorphose la maison en un héritage sous scellé. Ce n'est en aucun cas un abandon de sa part. C'est une prise de pouvoir totale sur l'après-vie. Elle ne se contente pas de préparer sa succession, elle la neutralise purement et simplement. Elle retire volontairement et définitivement le pouvoir de décision des mains de sa famille, des potentiels ayants droit et même du jugement du public. Ce qui doit subsister sera gravé dans le marbre totalement non négociable. Ainsi, les dernières volontés de la star ne se trouvent pas dans un ultime document, mais dans cette cascade de choix irréversibles actés bien avant sa disparition. À partir de là, le dénouement n'est plus une simple hypothèse, c'est un scénario déjà écrit et validé. Une fois cette forteresse posée, Brigitte va encore plus loin car elle sait qu'un montage juridique aussi solide, soit-il, ne suffit pas toujours à garantir une volonté sur le très long terme. Il lui faut donner à sa démarche un sens visible radical, presque sacrificiel aux yeux du monde. C'est ici qu'intervient un geste qui a stupéfié même son cercle le plus intime. Au fil des décennies, elle a commencé à se défaire méthodiquement de tout ce qui a bâti son mythe. Les bijoux inestimables, les parures de tapis rouge, les reliques de ses films cultes, tous ces souvenirs d'une époque où elle fascinait la planète entière.
Rien n'est gardé par nostalgie ou par attachement sentimental. Ces trésors sont vendus dispersés, liquéfiés en ressources financières, non pour flamber ou maintenir un train de vie luxueux, mais pour alimenter la cause qui doit lui survivre. Ce choix marque une rupture brutale avec la logique narcissique habituelle des grandes figures du show business. Là où d'autres stars cherchent à transformer leur patrimoine en mausolée à leur gloire, elle choisit l'effacement matériel complet. Elle supprime progressivement de l'équation tout objet qui pourrait être revendiqué convoité ou récupéré par la famille une fois qu'elle ne sera plus là. Plus elle se dépouille de ses biens, moins il reste de matière à transmettre à ses descendants. Ce mouvement radical n'est pas dicté par une haine du passé, mais répond à une stratégie d'une précision chirurgicale. En se séparant de ses objets les plus emblématiques, elle empêche quiconque de réécrire l'histoire de sa vie à travers des possessions matérielles. Elle refuse catégoriquement que son héritage finisse en collection privée, en musée familial ou en vulgaire argument commercial. Ce dépouillement progressif possède un autre effet plus discret mais absolument décisif, il réduit à néant le carburant des conflits futurs. Moins il y a de biens personnels à partager, moins s'il y a de marge pour les interprétations et les batailles d'avocats. Ce qui reste est déjà fléché, orienté et cadenassé par des décisions prises de son vivant sous son contrôle absolu. La succession cesse alors d'être un moment de redistribution des richesses pour devenir une simple formalité de confirmation. C'est ainsi que le testament de la légende se renforce sans jamais avoir besoin d'être couché noir sur blanc. Il s'est construit par le vide et la soustraction. Chaque renoncement a éliminé une par une toutes les possibilités de retour en arrière. Chaque signature apposée au bas d'un contrat de vente, chaque donation effectuée, chaque virement bancaire réalisé, creuse un fossé infranchissable avec la notion même d'héritage classique. Nous sommes désormais bien loin d'une simple transmission de tante à nièce ou de mère à fils. La stratégie est beaucoup plus radicale et impitoyable. Il s'agit de verrouiller le patrimoine pour s'assurer que certains trésors ne puissent plus jamais, au grand jamais, changer de propriétaire. Mais l'ultime pièce de ce puzzle complexe, celle qui obsède tous les observateurs en 2026, concerne un endroit bien spécifique dont la valeur sentimentale écrase n'importe quelle estimation en euros. Il ne restait plus qu'un seul point crucial à sécuriser le joyau de la couronne, le symbole absolu de son existence, la légendaire madrague. En effet, si la majeure partie de sa fortune avait déjà été redirigée vers sa fondation, cette propriété de Saint-Tropez continuait de faire l'objet de tous les fantasmes et de toutes les convoitises. Bien plus qu'une simple villa, c'est un refuge, un mythe de béton et de soleil. Brigitte Bardot avait parfaitement conscience qu'en laissant planer le moindre doute, elle invitait les vautours à se servir une fois qu'elle ne serait plus là pour rugir. La sentence est alors tombée brutale et sans appel gravée dans le marbre de ses dernières volontés. La madraguée ne sera jamais un bien immobilier que l'on se transmet entre humains. Elle cesse d'appartenir à une lignée familiale pour se métamorphoser en un sanctuaire inviolable, figé pour l'éternité. Ce lieu devient le quartier général définitif, le point névralgique d'une guerre pour la cause animale qui devra perdurer bien après son départ. Ce combat ne doit en aucun cas dépendre des caprices ou des besoins financiers des générations futures. Ce n'est pas tant une attaque personnelle contre un individu qu'une mesure de protection absolue. Cette décision découle d'une méfiance viscérale envers la nature humaine, envers ses petits arrangements, ses compromis tièdes et ses trahisons lentes que le temps et l'appât du gain imposent souvent aux héritiers, même les mieux intentionnés. Pour l'icône, c'est un non catégorique, elle refuse que les murs qui ont abrité ses secrets soient un jour bradés au plus offrant. Hors de question de voir sa maison transformée en hôtel de luxe vidé de son âme rebelle au nom de la rentabilité touristique ou de la spéculation immobilière. En extrayant chirurgicalement la madrague du circuit successoral habituel, elle la place littéralement hors du temps. Ce domaine n'a plus vocation à changer ni à évoluer. Il est condamné, ou plutôt sauvé, pour rester fidèle à une vision unique sans aucune marge d'interprétation pour ceux qui resteront. Cette stasée, cette immobilité forcée, constitue le cœur battant de son testament. De cette façon, lorsque la grande faucheuse viendra frapper à la porte, aucun bouleversement ne se produira. Tout est déjà écrit, signé et scellé. Il n'y aura aucune marge de manœuvre pour les contestations. Ce qui devait survivre est protégé, et tout le superflu a été liquidé bien avant l'heure fatidique.
Cependant, au-delà de la pierre et de l'argent, il subsistait une exigence beaucoup plus intime, une volonté murmurée mais féroce. Il s'agissait de franchir une dernière frontière non pas juridique mais existentielle. Une fois les biens matériels mis à l'abri, Brigitte Bardot a dû affronter un problème qu'aucun avocat ne peut régler d'un claquement de doigts. La question épineuse de sa propre dépouille et de son repos éternel. Pour elle, quitter cette terre ne signifiait pas simplement mourir. C'était le risque terrifiant d'être à nouveau exposée, déplacée et transformée en bête de foire posthume. Même dans la mort, elle exigeait de dicter ses propres règles. Depuis des années, elle martelait une angoisse très spécifique à ses proches, la peur panique d'être arrachée à sa madrague pour finir dans un cimetière public soumise aux regards indiscrets, aux flashs des smartphones et au tourisme macabre. L'idée de reposer dans une nécropole célèbre devenue une étape incontournable pour les curieux et les fans en pèlerinage lui était tout simplement insupportable. Elle refusait catégoriquement que le mur de silence qu'elle avait bâti, brique par brique, soit fracassé dès son dernier souffle rendu. Son désir était d'une simplicité biblique, mais d'une complexité administrative infernale. Elle voulait rester là, reposée pour l'éternité à l'endroit même où elle avait vécu, au milieu des tombes de ces animaux qui avaient partagé son quotidien et sa solitude. Il ne faut pas y voir un geste romantique ou poétique, mais une suite logique, une cohérence implacable avec ses valeurs. À ses yeux, la Madrague n'était pas une résidence dont on déménage, mais un territoire organique auquel elle appartenait physiquement. Pourtant, ce vœu se heurtait violemment à la rigidité de la loi française. En France, se faire inhumer dans sa propriété privée est une exception rarissime, un privilège encadré par des normes sanitaires et hydrogéologiques draconiennes. Il faut des expertises de sol, des autorisations spéciales et le feu vert final du préfet. Rien n'est acquis d'avance, même quand on s'appelle Bardot. Jusqu'aux derniers instants, le doute a plané. Ces tractations se sont jouées dans l'ombre, loin des projecteurs et des journaux à scandale, dans une discrétion absolue. Bardot a mené cette bataille avec la même hargne que celle qui l'animait lorsqu'elle défendait les bébés phoques sur la banquise. Sans faire de bruit, sans chercher de passe-droit injustifié, elle ne réclamait pas un privilège de star, mais le droit à la cohérence d'une vie. Ce dernier souhait trahir une vérité fondamentale sur le personnage. Brigitte Bardot ne cherchait pas à transformer sa mort en événement national grandiose. Au contraire, elle voulait s'effacer, disparaître des radars, sortir du récit officiel pour rejoindre un silence choisi, loin de cette foule qu'elle a passé la moitié de sa vie à fuir. Ainsi, même par-delà le trépas, elle dresse une barrière infranchissable. C'est la même frontière haute et piquante qu'elle avait érigée de son vivant entre sa personne et le reste du monde. Quand on fait le bilan, quand les biens sont distribués et les ordres exécutés, une évidence saute aux yeux. Brigitte Bardot n'a jamais cherché à être comprise par le commun des mortels. Elle n'a jamais couru après l'approbation du public. Ce qu'elle laisse derrière, elle, n'est pas une leçon de morale et encore moins un modèle à suivre. C'est le résultat brut et sans filtre d'une existence menée en opposition frontale avec tout ce qu'elle refusait d'accepter dans la société humaine. Son testament ne parle pas vraiment de millions ou de mètres carrés. Il raconte l'histoire d'un désengagement progressif, d'une retraite assumée et militante. Bardot a fait le choix conscient de se soustraire au commerce des hommes pour ne plus avoir à négocier avec leur hypocrisie. Ce choix radical, elle l'a poussé jusqu'à l'extrême limite en organisant son héritage comme on construit une forteresse imprenable. La France hérite donc d'une figure impossible à étiqueter, ni sainte, ni démon, ni héroïne parfaite, ni victime. Une femme qui a préféré la loyauté muette des bêtes au tumulte des relations sociales. Une femme qui a su transformer sa célébrité planétaire en une arme de guerre avant de l'effacer volontairement pour ne laisser survivre qu'une seule chose, sa cause. Une question majeure demeure pourtant en suspens, flottant comme une énigme sans véritable réponse. Ce testament controversé incarne-t-il l'acte suprême d'une liberté radicale ou la cicatrice d'une solitude que le temps n'a jamais su réparer? Cherchait-elle à sanctuariser ce qu'elle aimait ou à bannir ce qui l'avait meurtri? Brigitte Bardot s'abstient de trancher et garde le mystère. Elle a choisi de se retirer sans la moindre explication, laissant à la France entière le soin de décrypter ses intentions, ce qui constitue peut-être son ultime tour de force. En imposant ce silence, elle refuse tout jugement définitif et nous rappelle une dernière fois que certaines vies hors normes ne se transmettent pas, elles se verrouillent à jamais. C'est ainsi que la légende préserve ses secrets jusqu'au bout,